Hola, so. So for the concluding day and a half of our retreat, we'll move into a certain approach to this practice of shamatha taught by Padmasambhava by way of Dudjom Lingpa in this pure vision. So I'm very familiar with this approach because it comes up again and again in the 5 major treatises on Dzogchen that were written down by Dudjom Lingpa. So that's what we'll be exploring for the next day and a half. It's quite distinctive. I found it very, very effective. Donc dans les journées et demie qui nous restent pour cette retraite, nous allons donc nous orienter vers l'approche de Samatha selon Padmasambhava, en particulier dans les explications de Dudjom Lingpa. Et Alan est très familiarisé avec cette approche puisqu'il s'est décrit dans les 5 traités de Dzogchen. Et c'est une méthode qui est très, très intéressante et très efficace. So I'll describe very briefly the entrance to, or the entryway to, the actual practice of shamatha. Alan va décrire de manière brève l'entrée dans la pratique de Samatha. First, one poses the question, among body, speech and mind, which is primary and which are derivative or secondary? La question qui se pose d'emblée, c'est du corps, de la parole et de l'esprit. Qu'est-ce qui est primaire et qu'est-ce qui est secondaire? Now, I won't give the full analysis now. Suffice it to say that by way of this analysis, one comes to the conclusion that everything we know about the body and the physical world is all by way of appearances to the mind. We know nothing of the universe, apart from appearances to the mind. Therefore, between the physical and the mental, between the body and the mind is primary. Body, the physical, is secondary. And likewise for speech. Speech doesn't exist without mind. There's just noise. And so speech also is derivative of mind. So among the 3, body, speech, and mind is primary. I'm not saying that's a compelling argument, I'm just giving you the conclusion. Donc sans entrer dans l'analyse complète, en très résumé, quelle est l'expérience, qu'est-ce que nous connaissons du corps et même du monde? Tout ça, nous ne le connaissons que par des apparences, nous n'avons pas un accès direct à ce que c'est véritablement, et donc nous n'en éprouvons que l'apparence à travers l'esprit. Donc du corps et de l'esprit, l'esprit est donc primaire. Également pour la parole n'existe pas de manière isolée, elle n'existe que par l'existence de l'esprit. Donc la conclusion, c'est que c'est l'esprit qui est primaire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette discussion, mais c'est directement la conclusion. And of course, at the time of death, the body simply returns to the elements, whether it's burned, it's buried, eaten by birds, it just returns to the elements, speech vanishes, and it's only the mind that carries on from lifetime to lifetime. Therefore, once again, mind is primary, the other 2 are secondary. Également, au moment de la mort, le corps disparaît, se retourne aux 5 éléments, il est mangé par les oiseaux ou les vers. La parole est complètement se disparaît totalement, il ne reste que l'esprit. Donc c'est un argument aussi pour nous dire que l'esprit est primaire. So the mind in this context is often referred to as, in Tibetan, Kunche Gyalpo. Kunche Gyalpo. The all-creating sovereign, the king who creates everything, the creator. The mind is creator of everything we know. Everything comes by way of mind. So the ontological burden, the ontological primacy between body and mind, body, speech and mind, is mind. Consciousness is primary. Donc, c'est donc l'esprit dans le contexte tibétain, on l'appelle Kunche Gyalpo, c'est-à-dire le roi, le souverain de toute création, de tout ce que l'on connaît. Donc du point de vue ontologique, il y a primauté donc à l'esprit. But now if this mind is inherently existent, truly existent, existing by its own characteristics, where does it really come from? That is, what are the origins? What is the origin of the mind? Et si l'esprit donc existe selon ses propres caractères, quelle est l'origine de l'esprit? And again, just to give the conclusion, not the investigation, because the time is short,
one probes, one investigates, and one does not find a true origin, an inherently existent origin from which the mind inherently emerges. It's empty. Donc là, on ne va pas rentrer dans toute la discussion, l'investigation, on va directement à la conclusion. Donc si on investigue, si on recherche profondément une origine à l'esprit, on ne peut pas trouver d'origine manifeste. L'esprit est vide. Now, right now, the mind exists. Mais à l'instant présent, l'esprit existe. But if it really exists by its own inherent nature, where does it exist? Where is its location? Where is its location? Et s'il existe ses propres caractéristiques, où se trouve-t-il? Dans quel lieu existe-t-il? And you can look for the mind outside the body, you can look for the mind inside the body, inside the brain. You can look for the mind someplace else. And when you're looking for the real location of the mind, nowhere to be found. Its location is empty. Également, si vous cherchez donc où se trouve l'esprit, à l'extérieur de votre corps ou à l'intérieur de votre corps ou dans le cerveau, vous ne pouvez pas trouver de localisation à l'esprit, de lieu pour l'esprit. Donc sa place est vide. Now what we're referring to here is your mind as a sentient being's mind, which we take very seriously. Why do you think you're a sentient being? Because you have that body? No, you could have that body and be a Buddha. Really. That body is fine. You could be a Buddha right now. So having a body like that, or like that doesn't mean you're a sentient being. You could be a Buddha. Why are you a sentient being? If you are confident you are a sentient being, it's your mind. So, we lose the mind regularly. Every time we fall asleep, we lose the mind. When we die, we lose the mind. When we pass out, when we faint, we lose the mind. So, where does the mind go? If the mind, that sentient being's mind, that real mind, inherently existent mind, it goes. Where does it go? Where is its destination? You investigate, you see, it doesn't go anywhere. It's empty of any destination. Donc on parle là de l'esprit, de l'être sensible que nous sommes. C'est un sujet tout à fait sérieux et intéressant. Et ce qui fait qu'on est un être sensible, est-ce que c'est le fait d'avoir un corps? On peut comprendre que c'est parce que nous avons l'esprit d'un être sensible que nous sommes ce que nous sommes. Nous pourrions avoir le même corps et être un Bouddha finalement. Donc c'est pas le fait d'avoir ce corps qui fait de nous un être sensible, c'est cet esprit. Et si on s'intéresse à cet esprit également quand on s'endort, quand on meurt, quand on tombe, on s'évanouit, dans toutes ces situations, on pose la question, mais où va donc l'esprit disparaît? On perd son esprit et où va-t-on? Là également, si on investigue, on se rend compte qu'il n'y a pas on ne peut pas trouver de destination proprement dite, la destination est vide. So on the one hand, for your very existence, between body, speech and mind, mind is essential. Mind is primary. Mind is the all-creating sovereign. It creates you, it creates the environment. Mind is primary. Donc, d'une part, nous voyons que dans notre existence, l'esprit est l'aspect le plus important, l'esprit primaire, primordial, et Mind is primary. Yeah. Yeah? So it's like Chittamatra. It's like mind only. Everything else is just an appearance to the mind. Mind is real. Mind is real. Mind only. There's nothing else we know about except for mind and appearances to mind. So we come there. For a little while, be a good Chittamatran, mind only advocate. Yeah? Donc avec cette compréhension, on s'approche de la compréhension des Chittamatrins, qu'en français on dit les tenants de l'esprit seul, qui nous disent que donc tout ce qui est, c'est l'esprit, c'est tout ce qui se manifeste, c'est l'esprit, tout ce que nous expérimentons, c'est l'esprit, toutes les apparences sont l'esprit, etc. And then upon again investigating the real origins, the real location, the real destination of the mind, you find empty, empty, empty. Mind is utterly empty of any inherent nature of its own. Et si en même temps on examine notre esprit selon
son origine, sa place, sa destination, on trouve que tout cela est vide. L'esprit est donc totalement vide. As well as all appearances to the mind. They too are empty of inherent nature. Et cela est vrai également pour toutes les apparences de l'esprit, elles sont toutes vides par nature. So you move from chitta matra, mind only, to madhyamaka, middle way. Et donc ce qui nous permet d'évoluer dans notre compréhension vers la compréhension des madhyamika, donc les tenants de la voie du milieu. So there are some individuals who simply upon hearing this, that analysis right there, simultaneously with hearing this, they realize Rigpa. Il y a certaines personnes qui, en entendant cette analyse, en la comprenant, réalisent directement Rigpa. Pristine awareness, Buddha nature. Donc la conscience, la conscience pure, la nature de Bouddha. These are people called people of superior faculties. Ces gens sont appelés ceux de facultés supérieures. And since they've realized Rigpa, their practice should be simply dwell in Rigpa. No practice of shamatha, no practice of vipassana, never mind. Just dwell in Rigpa. Et leur pratique à ce moment-là est simplement de s'établir en Rigpa, donc ils n'ont pas à pratiquer ni vipassana, ni samatha, ni vipassana, ils ont juste à s'établir en Rigpa. So if you've realized Rigpa, you can ignore everything I'll say from now on, and for the rest of the retreat, just dwell in Rigpa. That's all, nothing more. Donc si vous réalisez Rigpa de cette manière-là, vous n'avez pas besoin d'écouter tout ce qui va se dire jusqu'à la fin de la retraite. You need translator. Huh? You need a translator. But still you need Yeah, translator. he still has. So sorry, if you've realized Rigpa, sorry, you still have work to work. Donc je présente en disant qu'il a quand même besoin d'un traducteur, donc je reste. He's not going to say. But if you have not realized Rigpa, the chances are you are not a person of superior faculties. Si vous n'avez pas réalisé Rigpa, c'est que vous n'êtes pas une personne de faculté supérieure. Tant pis. Too bad. And then one tests. Perhaps you're a person of middle faculties, of middling faculties. Et il est possible que vous soyez une personne de faculté moyenne. And there's a way to test whether or not you are in fact a person of middling faculty for Dzogchen. Et donc il y a un test qui permet de déterminer si vous avez ces capacités de moyennes qui permettent de pratiquer Dzogchen. And for this you go to a solitary place, Donc pour cela, vous allez dans un lieu solitaire, you take refuge, bodhicitta, you practice Guru Yoga, vous prenez refuge, vous pratiquez la bodhicitta, le Guru Yoga, and then for 3 weeks, doing really nothing else, for 3 weeks you just merge your mind with space. As much as you can, day and night. You just merge your mind with space. et pendant 3 semaines, vous ne faites qu'une seule pratique qui est de laisser émerger votre esprit dans l'espace. De fondre votre esprit. Se fondre, Oui, de l'unir à l'espace. de l'unir à l'espace. Just release your mind into space. Merge the mind with space. Vous ouvrez simplement votre esprit dans l'espace. And if, as a result of those 3 weeks of total immersion in this practice, very simple practice, you realize Rigpa, then again you can skip shamatha and skip vipassana and just dwell in Rigpa. That's all you do. Très simple. Et donc si après 3 semaines de cette seule pratique finalement très simple, vous réalisez Rigpa, ben là également vous pouvez passer directement à la pratique de vous établir dans Rigpa. Vous n'avez pas non plus à pratiquer samatha ni vipassana. So you may be curious, are you a person of middling faculties or not? Peut-être avez-vous cette curiosité de savoir si vous avez vous êtes de ce type de faculté moyenne. So unfortunately, we do not have 3 weeks right now. Otherwise, it would be a good way to spend the time. Just, okay, stop, now 3 weeks, just do this. That would be my preference. Et malheureusement, nous n'avons pas ces 3 semaines devant nous pour faire cette pratique, pour faire cette expérience, c'est dommage. But you have obligations, in a couple of days I must be in Spain, so no chance.
Donc vous avez vos propres obligations et Alan doit partir en Espagne, donc on n'a aucune chance de faire cela. But you could do it on your own. After the retreat, you could do it on your own. Et vous pourrez faire ça par vous-même après cette retraite. And in this session for 24 minutes, I'll teach you how to merge your mind with space. Okay? Et donc dans cette session de 24 minutes, nous allons donc faire cette pratique d'établir notre esprit dans l'espace. So again, I will assume that you've already been practicing so the preliminary practices of refuge, of bodhicitta, of guru yoga, maybe the ninefold breathing. You've done all of that already, so we'll go directly into the practice. Rigpa, is it emptiness? No, very good question. Rigpa is Tibetan term. The Sanskrit is vidya, and it means pristine awareness, primordial consciousness, Buddha nature, Dharmakaya, Buddha mind. Very good. Donc la question est-ce que Rigpa c'est la vacuité. Donc c'est une bonne question. Non, Rigpa en sanskrit c'est l'équivalent de vidya, qui signifie donc la conscience pure, la nature de Bouddha ou le Dharmakaya. Clear light. The word clear light is used in different ways, but yes, when we speak of the, in Gelugpa tradition, innate mind of clear light, that's Gelugpa terminology. Not similar, same. Même chose. Ok. Donc la question c'était donc est-ce qu'on utilise aussi le terme de claire lumière. Donc dans la traduction, dans la tradition Gelugpa, on utilise ce terme donc de l'esprit né de claire lumière et c'est la même chose. So, one session, merging mind with space. Donc avant de partir dans la méditation, donc là encore Alan considère comme un fait acquis que vous ayez déjà généré le refuge, la bodhicitta, établi l'esprit dans la pleine conscience du souffle, etc. And just one footnote, the question was raised yesterday to Ugu, and that is with the gentle Vash breathing. Can you continue practicing that throughout the whole session, or is it just at the very beginning? And the answer is, you may continue all the way through the practice. It just goes automatically, so yes, you may, definitely. That's one point, yeah? Second point, Ugu also did a bit of background research, and his conclusion is that in terms of the question raised yesterday about this whole issue from the Dikun Kagyu tradition, that when you've achieved shamatha and you're aware, your senses are still open, clear, mind is calm, thoughts come but they don't disturb you. From Ugu's further research, he came to the same conclusion that I have, and that is in the Kagyu tradition they're using the word shamatha in two different ways. And one is access to the first jhana, and then really we must follow the Buddha, Asanga, Atish, and so forth. I mean, they're all saying the same thing, but the term also is used in the Kagyu tradition for a somewhat lesser stage of samadhi, which is still in the desire realm. And for that, it's a wonderful state. So there's nothing poor about it. It's just not as high as the other. And there, even while you're resting in meditative equipoise, your senses are still open. Okay? But you're still in the desire realm. So you've not achieved access to the first jhana, but you can also call that shamatha. There's no, how do you say, language police. They say you may not use the word shamatha for that. C'est vrai? Bien. Donc, deux petites remarques avant de démarrer. L'une, c'est par rapport à une question qui a été posée hier à la pause. On m'a demandé ce qu'il fallait faire pour la pratique du vase en hindou. Est-ce que il fallait juste le faire un petit peu au début ou s'il fallait le faire pendant toute la session? Et donc la réponse, les deux. C'est-à-dire que si on peut se contenter de le faire un petit peu, on doit le pratiquer pendant toute la séance si possible, mais si on est dérangé par cette pratique, si ça nous gêne dans la pratique, on peut lâcher et faire le reste de la méditation. So a little bit more, this is important. I've mentioned the name Genlam Rinpa a couple of times, incredible yogi, and I had the wonderful fortune to live with him for 1 year in the same cabin when he was leading the shamatha retreat. And he said, as a absolutely committed Gelugpa yogi, he said, in this tradition, in the Gelugpa tradition, he said, very common to achieve out of 9 stages leading to shamatha, and then shamatha after that, out of 9 stages,
He said very common achieve just the 5th stage. That's what he said he'd achieved. He told me. He'd achieve 5th stage. He said that's, in the 5th stage, you have wonderful stability, excellent clarity, your senses are still open. And now the mind is it's good samadhi. And they will use that as a basis for vipassana, generation, tummo, and so forth, without going all the way to samatha. That's what he told me. That's very common in the Gelugpa tradition. Et donc une deuxième remarque, c'était à propos de la question qui était hier sur le texte de Dakota Shinangal, sur l'état de Shiné, où on a une conscience, on garde une conscience des expériences sensorielles, et il peut se passer encore quelques expériences de pensée dans l'esprit. Et donc j'ai regardé de mon côté le texte, et il y a une indication qui est très claire, qui explique bien que la réponse de Alan était correcte et était juste, effectivement, qu'il s'agit bien d'un degré de réalisation de samatha qui est inférieur au premier dhyana. Donc, quand on parle de samatha, il y a la réalisation du premier dhyana, et puis à ce stade inférieur, effectivement, on peut avoir l'esprit qui est extrêmement posé, extrêmement calme, avec des expériences sensorielles, etc. Mais c'est une réalisation qui est beaucoup moins élevée, mais qui est déjà très bonne. Hein. C'est pas une mauvaise réalisation, c'est une réalisation déjà. Et il rajoutait donc ensuite que il a eu la chance de pratiquer aussi et d'étudier avec Ganden Lampa, qui est un yogi Gelugpa extrêmement connu et réalisé. Et il a eu la chance de pouvoir méditer avec lui dans une grotte, et lui parlait des 9 stades de Shiné qui sont sur le tableau derrière, sur la tanka derrière là-bas. C'est la pédagogie habituelle des Gelugpa, et qui dit qu'on peut, si on n'atteint pas le 9e stade, déjà quand on a atteint le 9e stade, c'est déjà très bien, parce le 5e, pardon. On peut établir déjà une très bonne stabilité, une très bonne clarté de l'esprit, et on peut, avec aussi ces consciences sensorielles qui sont là, et c'est déjà une très bonne base pour la pratique de vipassana, du stade de génération, etc. On peut déjà rentrer dans la pratique à ce niveau-là, sans attendre d'avoir atteint la réalisation de Shiné complète, le 9e stade. Now, yesterday I mentioned in this Dharma settlement in eastern Tibet, where there are 40,000 monks and nuns, and I mentioned there was a 7-year meditative training. Yeah. Donc hier, il nous a parlé de l'endroit du lieu où sont établis 40 000 pratiquants, et de l'entraînement qui est proposé en 7 ans. The Kempo who described this to me, one of the 2 premier Kempos from the settlement, told me that out of the 7 years they devote 1 year to shamatha. Et le Kempo, donc, qui est un des principaux représentants de cet endroit, qu'il a discuté, lui a dit donc, que la première année est entièrement consacrée à la pratique de samatha. So I asked him, in this 1 year, I said, do these monks, nuns, do they proceed along the 9 stages? Do some of them proceed along all the 9 stages and fully achieve shamatha? He said, no, none of them. Il lui a posé la question, mais pendant cette année, est-ce que les pratiquants, les moines et nonnes, traversent les 9 stades de shamatha? Il lui a répondu non. Now, a few days ago, I was in Lerabling, in the Mongolia, and had a wonderful long conversation with Tsoknyi Rinpoche. It's a wonderful Kagyut Nyingma Lama. Il y a quelques jours à Montpellier, donc il était à Lerabling, et il a eu l'occasion de discuter avec Tsoknyi Rinpoche, qui est un maître Kagyu. And he's been traveling around Europe for the last several weeks with 2 Tokten. Tokten are 2 really very experienced yogis from Dashijong, the center of Kamtu Rinpoche. And these 2 yogis, I met them briefly. One has been in retreat for 15 years, the other one for 20 years. They're really hardcore. Really intense yogis. Donc il a voyagé en Europe avec 2 Tokten, c'est-à-dire ce sont des yogis très,
très avancés qui viennent de Tashijong, donc le monastère de Kandrul Rinpoche, où l'un a été en retraite pendant 15 ans et l'autre 20 ans. Donc ce sont vraiment on va dire des pros. And Tsoknyi Rinpoche himself was trained at Tashijong for many, many years. So he knows it very intimately. Et Tsoknyi Rinpoche également a résidé pendant plusieurs années à Tashizong, donc il les connaît très, très bien personnellement. So I asked him, these two Tokten who are traveling with you, after 15, 20 years, practice, I said, what do they practice? And he said, well, preliminaries, and then 6 yogas of Naropa, Mahamudra, 6 yogas of Naropa, Mahamudra, and some shamatha also. So shamatha, 6 yogas, Mahamudra, and they cycle, year by year, they cycle through the 6 yogas, Mahamudra and shamatha. Il lui a dit, mais donc, quelles sont les pratiques qu'ils font, et il lui a donc bien expliqué simplement qu'ils pratiquent les préliminaires, les 6 yogas de Naropa, Mahamudra, Samatha, et qui répètent ce cycle de pratiques régulièrement. Formidable, hein? Formidable. Formidable. So I asked Tsoknyi Rinpoche, please tell me, these yogis, 15, 20 years in such retreat, have they achieved shamatha? He said, no. Et donc à nouveau, il lui a demandé, mais donc après ces 15 ou 20 ans de pratique, ces yogis, est-ce qu'ils ont réalisé Shiné? Il dit non. And I was very specific. Having gone through all of the 9 stages, have they fully achieved shamatha, as in access to the first dhyana? He said, no. Have they, now I didn't ask, but if we ask, have they achieved a wonderful state of samadhi, in which their senses are open, thoughts come up, the mind is very calm, they're not disturbed by thoughts and so forth? I think almost certainly we can say, bien sûr, of course, they've achieved that level, but he said, not me, it's not my judgment. No. Full shamatha? No. So it seems quite rare. Now, Tsongkhapa said it was rare in the 15th century. Dujun Lingpa said it was rare in the 19th century. Now we're in the 21st century. What do you think? Maybe rare? Maybe rare. Et donc, Alan a posé clairement la question, est-ce qu'ils ont vraiment parcouru les 9 stades d'entraînement de Samatha? Est-ce qu'ils sont parvenus au premier dhyana? Et la réponse était clairement non. Par contre, il n'a pas posé la question, est-ce qu'ils arrivent à développer cet état de stabilité de l'esprit, de calme de l'esprit, avec des perceptions sensorielles présentes, etc. Mais là, on peut vraiment répondre que oui, sans aucun doute. Hein. Et donc, d'atteindre le premier dhyana, c'est Lama Tsongkhapa du Jangpa, donc C'était au XIIe siècle. Hmm? Lama Tsongkhapa, c'est 12th century. 10th No, century. 14th, 15th century. Au 14e siècle, du Jangpa au 19e siècle, disent tous deux que c'est extrêmement rare d'atteindre ce premier dhyana. Et qu'est-ce que vous en pensez au 21e siècle? So I asked one of my lamas, an incredible lama, who has achieved shamatha, vipassana, and realized Rigpa. He's truly extraordinary, named Yangtang Rinpoche. Yangtang Rinpoche. He's taught at Lerabling. He's about 85. I asked him, do you think nowadays modern people, is it possible to achieve shamatha? Fully achieve shamatha? He said, check. I asked Sogyal Rinpoche just a few days ago, what do you think, modern people? Because he's been teaching in the West for a long, long time now. So he really knows modern people. And I said, what do you think? Is it impossible? He said, no, I think possible. Possible. But you need to create the environment, the sangha, the technique, the guidance. It's like baking a cake. Really, let's not be mystical. It's like baking a cake. You need the causes, the outer and inner causes, together for sufficient time, and then you bake the cake of shamatha. And it tastes very good. Et donc, il a posé la question également à un de ces merveilleux lamas, Yangtang Rinpoche, qui est aujourd'hui à 85 ans. C'est quelqu'un qui a atteint la réalisation de Samatha, de Vipassana. C'est quelqu'un et il lui a posé la question, est-ce que vous pensez que pour quelqu'un d'ordinaire, il est possible d'atteindre ce premier dhyana de Samatha? Et sa réponse, il dit, essaye, vérifie, regarde. Donc, vois par toi-même.
Et il a posé également récemment la question à Sogyal Rinpoche, qui lui a demandé alors est-ce que c'est possible ou pas pour un être ordinaire d'atteindre la réalisation de samatha. Il dit non, c'est possible. C'est possible, mais à condition que toutes les conditions soient réunies. Il faut qu'il y ait un environnement qui soit favorable, il faut qu'il y ait une communauté qui soit là, il faut une bonne technique, il faut recevoir des instructions. Et c'est comme pour faire un gâteau, il faut suivre la recette et avoir tous les ingrédients qu'il faut, et que ça cuise pendant un certain temps. Et donc là aussi, il faut du temps pour cette pratique. Mais si on suit bien toute cette recette, le gâteau de samatha est très délicieux. Now, just over the last 2 or 3 years, His Holiness Dalai Lama has been saying all over the world, in Australia, in Estonia, in India, United States, everywhere, again and again and again, to monks and nuns, Western monks, Tibetan monks, general lay people, he's been saying on many occasions, hey, it's really important to achieve shamatha. He's now emphasizing this. And Lama Zopa Rinpoche also, over the last couple of years, he's also telling his senior students, his teachers and so forth, his monks and nuns, hey, shamatha is important. You should achieve shamatha, n'est-ce pas? Yeah. So, they're traditional, I'm traditional. Également, pendant les 2-3 dernières années, c'est Sainte Dalai Lama qui a enseigné partout dans le monde, en Europe, en Estonie, aux États-Unis, en Asie, etc. Partout, il enseigne à ses moines, aux laïcs, à ses étudiants qu'il est extrêmement important de réaliser samatha. Et Lama Zopa Rinpoche également dit à tous ses étudiants, les moines et les nonnes, leur dit également à tous qu'il est extrêmement important de réaliser samatha. Et donc, c'est ce qu'Alain nous dit aussi. But maybe you can skip shamatha and vipassana if you're a person of medium faculties. Mais peut-être vous avez la possibilité de zapper sur samatha et vipassana si vous êtes quelqu'un de faculté moyenne. So let's see. And first let's stretch a little bit, and then we'll have one session. Donc voyons ce que nous pouvons faire et on va s'étirer un petit peu et on va faire cette session.
Settle your body, speech and mind in the natural states as you've done before. Établissez votre corps, votre parole et votre esprit dans leur état naturel comme vous l'avez déjà fait. Then for a few minutes, practice mindfulness of breathing in a method of your choice. And if you choose, you may count 21 breaths, if it's helpful. Pendant quelques minutes, pratiquez la pleine conscience de la respiration selon la méthode qui vous convient. Et si cela vous aide, faites-le pendant... Vous pouvez compter 21 respirations.
Then let your eyes be at least partially open. Laissez vos yeux ouverts partiellement. Your awareness evenly resting in the space in front of you without focusing on any object, either sensory or mental. Laissez votre conscience ouverte dans l'espace devant vous, sans focaliser, sans fixer sur aucun objet particulier. Now, as a preliminary exercise, or an entrance into the practice of merging the mind with space, we'll begin an oscillation in rhythm with the breath. Pour préparer à cette pratique d'ouverture de l'esprit dans l'espace, nous allons commencer par isoler notre esprit en utilisant la respiration. Oscillation. Oscillation. On va commencer par une oscillation. Ok. Pas l'isolement. Continue to allow the breathing to flow effortlessly, unimpededly, settling your respiration in its own natural rhythm. Continuez à laisser votre respiration se manifester de manière totalement naturelle, spontanée, sans intervenir, sans faire d'effort. Now, as the breath flows out, utterly release your mind. Release it into the space in front of you, which is to say, release all thoughts, memories, desires, every aspect of your mind, as if you're just giving it all away and releasing your awareness into space with no object. Tandis que vous expirez, relâchez votre esprit dans l'espace extérieur en relâchant toutes les pensées, comme si vous envoyiez tout à l'extérieur, partez vers l'extérieur. And when you've released every aspect of your mind, just dissolving it into the space, all that remains is awareness. Tandis que vous avez tout évacué de votre esprit, tout ce qui reste, c'est cette expérience de l'espace, la conscience comme une conscience de l'espace. And as your breath flows in, accentuate that clear, discerning awareness of awareness, the sheer knowing and luminous qualities of awareness. Et tandis que vous inspirez, rafraîchissez, ravivez l'aspect connaissant de votre conscience, dans la conscience connaissante, vive.
As you breathe out, release your mind into this open expanse with no object and a total absence of thought. Tandis que vous expirez, détendez votre esprit dans cette ouverture vers l'espace, sans aucun objet, sans aucune pensée. And as the breath flows in without contracting your attention, without drawing it in, simply accentuate or sharpen your awareness of being aware. Tandis que vous inspirez sans aucun effort particulier, sans aucune action particulière, en laissant l'inspire se faire naturellement, ravivez, acérez votre conscience connaissante. Again, let the respiration flow effortlessly, settling in its own natural rhythm. Là encore, laissez la respiration se produire de manière tout à fait naturelle, dans son rythme spontané. Releasing the breath fully, completely with every exhalation. Relâchant l'expiration complètement dans chaque expiration. Whatever thoughts come up, release them instantly, dissolving back into the space. Si des pensées s'élèvent, dissolvez-les immédiatement, les laissant se dissoudre dans l'espace. You may breathe either through the nostrils or the mouth, whichever gives you a greater sense of ease, looseness, openness. Vous pouvez respirer par le nez ou par la bouche, selon le sentiment d'aisance que cela vous procure, pour faciliter la détente, l'ouverture.
As you release your mind into space with each exhalation, gently sustain the flow of awareness of awareness. Tandis qu'à chaque expiration, vous laissez votre esprit s'ouvrir dans l'espace. Maintenez de manière la plus continue possible le flux de conscience connaissante. And as you accentuate the awareness of awareness with each inhalation, sustain this open experience of space without an object. Et tandis que vous ravivez, rafraîchissez votre conscience connaissante à chaque inspiration, maintenez cette expansion de la conscience dans l'espace. Then disengage your attention from the respiration. Cease the release and the arousal. Puis désengagez votre conscience de la respiration, insiste. The alternation between releasing and arousing. Cease that. Donc cessez également d'alterner dans ce relâchement et ce réveil de la conscience. And for the rest of the session in silence, simply abide, having released your mind into space, while sustaining the awareness of the indivisibility of space and the luminosity of awareness. Et pour le reste de la session, stabilisez-vous dans cette expérience de la conscience détendue et ouverte et la clarté la clarté connaissante, donc dans cette indivisibilité de la clarté et de l'espace.
So the practice of merging mind with space was what we did for those last few minutes. And the earlier part, the first 20 minutes or so, 18 minutes, is really a preparation for that. And you just breathe. And then you stay there for 3 weeks. Donc c'était cette pratique qui consiste à faire émerger son esprit, sa conscience dans l'espace. Qui a été présenté. Donc nous avons fait une petite expérience, une pratique de à peine 20 minutes que nous avons fait, donc une préparation. C'est à vous de vous y entraîner et de faire ça pendant 3 semaines. So now we return to the material, the outline, Nous en revenons au texte qui est proposé. and to the last text for which I'll give the oral transmission. And this is one of the 5 primary works on Dzogchen, written down by Dujum Lingpa. Donc ce texte dont il va nous donner la transmission complète est l'un des 5 textes qui nous viennent de Dujum Lingpa sur le Dzogchen. The root text is called the Sharp Vajra of Conscious Awareness Tantra. Donc le titre du texte racine s'appelle le Tantra du Vajra acéré de l'attention consciente en français. This was also a teaching received by Dujum Lingpa from Padmasambhava. Literally it's called the Lake-born Vajra, manifestation of Padmasambhava. Sokye Dorje. Lake-born, Sokye Dorje. Donc ce texte a été reçu par Dujum Lingpa de Padmasambhava lui-même et il porte aussi le titre du Vajra né du lotus. So this manifestation is said to be a speech embodiment, the embodiment of speech of Padmasambhava. Donc il est appelé comme étant l'incarnation de la parole de Padmasambhava. And the entire Tantra is only about 10 pages long, very short. It's in 8 phases, and it covers all the stages of the path from the beginning to achieving rainbow body in this lifetime. In other words, complete enlightenment in this lifetime. He does that in 10 pages. Donc ce texte du Tantra original fait une dizaine de pages, donc c'est assez court, et sur ces 10 pages, il expose absolument toutes les phases de la pratique qui vont du début jusqu'à l'obtention du corps d'arc-en-ciel, donc la réalisation de l'éveil complet, en une seule vie. Only 4 practices are taught in the entire 10 pages, of the whole path, just 4 practices. Shamatha, Vipassana, for the realization of emptiness, the tekchuk, the cutting through to Rikpa, or pristine awareness, and the tutgel, the direct crossing over to perfect enlightenment. So very simple, very direct path. Donc il y a 4 pratiques simplement qui sont exposées dans ce texte. Samatha, Vipassana, Tekche, c'est-à-dire le fait de couper toute ignorance pour avoir la parfaite conscience, la conscience pure, et Tungyal,
Tut-gel. Che, Tut-gel. ouais, Che-gel qui est le cheminement qui permet de traverser toutes les terres. And it makes it quite clear that this is sufficient, which is to say one doesn't necessarily have to engage in the practices of stage regeneration and completion. This actually is complete. The Tek-Chut and Turkel will take you to the same place. Et donc il est dit très clairement que cette pratique est tout à fait suffisante, qu'elle dispense de la pratique des stades de génération et d'accomplissement, que Chöngel permet de faire tout ça. Now certainly this includes taking refuge, bodhicitta, guru yoga, definitely. But he also adds that if you realize Rigpa, pristine awareness, Buddha nature, this is called, in the Dzogchen tradition, this is called ultimate bodhicitta. Ultimate bodhicitta. And he says if you realize ultimate bodhicitta, then relative bodhicitta comes out spontaneously. Quite nice. Et donc toute cette pratique inclut bien évidemment le refuge, la bodhicitta, le guru yoga. Et on dit que si on réalise Rigpa, donc si on réalise la pure conscience, le Dzogchen explique qu'on réalise donc la bodhicitta ultime. Et si on a réalisé la bodhicitta ultime, la bodhicitta relative naît d'elle-même, va se produire automatiquement. Now, 10 pages is extremely concise. It's like putting the whole path to enlightenment on a microchip. It's so dense. So happily, Dudjom Lingpa gave his own oral commentary to the root text as just teaching, as I'm teaching right now. And one of his disciples named Pema Tashi, he wrote down, he had very good memory, he wrote down his teacher's commentary, just transcribing. And so the commentary is called The Essence of Clear Meaning. Tibetan tradition says the commentary is by Pema Tashi. But in fact, Pema Tashi is really more like the editor, the transcriber, because the commentary is actually, as he says, the commentary of Dudjom Lingpa. And Pema Tashi just wrote it down and edited it. Okay? Donc ce 10 pages c'est extrêmement court, c'est pour exposer tout ça, donc tout ce chemin, donc c'est un texte qui est très, très concis. Et donc Dudjom Lingpa l'a sorti de commentaires, et Pema Tashi était un de ses proches disciples qui avait une très grande mémoire et qui a retranscrit toutes ces instructions orales de Dudjom Lingpa dans ce texte qu'on appelle donc le sens clair, l'essence du sens clair. Et souvent on dit que ce texte est de Pema Tashi lui-même, mais en fait il n'a fait que retranscrire tous les enseignements oraux de Dudjom Lingpa. So the entire text is comprised of 8 phases, culminating in achieving rainbow body. Donc l'ensemble du texte comprend donc 8 phases qui permettent de réaliser le corps d'arc-en-ciel. The first phase begins with the analysis of body, speech and mind to see which is primary, as explained earlier. La première phase présente l'analyse du corps de la parole et de l'esprit pour déterminer quel est ce qui est primordial, comme on l'a fait tout à l'heure en début de journée. Immediately following that is an investigation into the origins, location and destination of the mind, coming to the conclusion they're all empty of inherent nature. Puis il y a l'investigation sur l'origine, la destination, la localisation de l'esprit, comme on l'a vu tout à l'heure aussi. Donc ils sont vides par nature. And if at that point you realize Rigpa, then you skip the sections on Shamatha Vipassana and go directly to Tek-Chut, directly cutting through, and you simply abide there in that practice. And then eventually practice Turkel, and then you're finished. Et donc, ayant fait cela, on réalise Rigpa, donc on peut zapper sur Samatha et Vipassana et partir directement sur à parcourir les terres avec Chöngel. Tutgal. Gel. Tutgal. Gel. 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 Ragate galagal. Tut is ta, not a toda. Tut. Gal. Gel. So if you find you're not a person of superior faculties, then you go off for 3 weeks
merge your mind with space, then you find out whether you're a person of middling faculties. Donc si vous avez déterminé que vous n'êtes pas une personne de qualité, de faculté supérieure, faites cette retraite, cet entraînement de 3 semaines, et là vous voyez si vous êtes de faculté moyenne. During those 3 weeks, if you find you do not ascertain Rigpa, but rather you get bored and restless, and your mind wanders a lot, and you wish you could check your email, then you're not a person of middling faculties. Et pendant ces trois semaines, si vous n'avez pas atteint un RICPA et que vous vous ennuyez, que vous avez de l'agitation et que vous n'avez envie qu'une chose, c'est d'aller regarder vos emails, c'est que vous n'êtes pas de faculté moyenne. So the excerpt from this text, and the commentary is about 100 pages. I've excerpted then from the text the very next section in the first of the 8 phases. Okay? So just that fraction. After, investigation of body, speech, and mind, origins, location, and destination. If you haven't realized Rigpa, then you go here. Et donc, cet extrait du texte, before everything. What's that? This one is Before this. Before this. Yeah, I skipped that part and went directly to the settling mind in its natural state. Voilà, donc cet extrait présente directement tout ce qui tient au sujet d'établir l'esprit dans son état naturel. Now, Dujum Lingpa doesn't use the term settling the mind in its natural state as much as taking aspects of the mind as the path. Exactly the same technique, just different level, just different label. Donc, John Nipa n'utilise pas ce vocabulaire de établir l'esprit sous sa propre... dans son état naturel, mais utilise le terme prend pour vocabulaire utiliser l'esprit comme chemin. So we pick up there. So I received the oral transmission on the root text from Tuko Ogyen Pinso, and I'm passing it on to you now for this section. Donc il a reçu la totalité de la transmission et donc vous la retransmet maintenant. C'est page 5. So, taking aspects of the mind as a path, this section has 3 parts. The teaching, the explanation, and the synthesis. Et prendre comme chemin les aspects de l'esprit. Cette section a 3 parties, l'enseignement, l'explication et la synthèse. So you see in boldface is the root text, in ordinary script is the commentary. And then you'll see in the commentary is boldface, and that's where he's introducing the root text into the commentary. So you see it's called a word commentary, where the root text is incorporated in the commentary itself. But first the root text by itself. Et donc vous voyez que dans chacune des parties, il y a d'abord le texte racine et ensuite les commentaires, et les commentaires reprennent de manière plus détaillée le texte racine avec des ajouts. Le texte racine est incorporé dans les commentaires. So the root text reads, those of the class with inferior faculties identify stillness and movement, and by taking the mind as the path, they are led to the absolute space of pristine awareness, or Rigpa. Ceux de capacité inférieure identifient stabilité et mouvement, et prenant l'esprit comme chemin, ils sont conduits à l'espace absolu de la pure conscience. And then in Dujum Lingpa's oral commentary, he explains, those of the class with inferior faculties, not having the fortune to identify primordial consciousness, or pristine awareness, in that way. In that way means either just by hearing the teaching, superior faculty, or in those 3 weeks of merging mind with space. If you've not yet realized Rigpa, then you're a person of inferior faculties, and therefore, what you should do is first recognize the difference between stillness with respect to consciousness and the movement of thoughts. And by first taking the aspects of the mind as the path, finally, such people,
people of inferior faculties. They are led to the absolute space of pristine awareness. Donc nous arrivons aux commentaires. Donc ceux de capacité inférieure, n'ayant pas la chance d'identifier la conscience primordiale ou pure de cette manière, c'est-à-dire soit que pour comme ceux de qualité supérieure qui réalisent par l'écoute, soit pour ceux de qualité moyenne qui réalisent après ces 3 semaines d'entraînement à l'espace, la conscience de l'espace comme la conscience comme l'espace. Donc reconnaissent d'abord, donc les gens de qualité inférieure, reconnaissent d'abord la différence entre la stabilité de la conscience et le mouvement des pensées. So he also calls this same practice taking the mind as a path, or sometimes he says taking the impure mind as the path. Et donc on utilise donc ces termes dans cette pratique pour parler on parle de prendre l'esprit comme chemin ou de prendre l'esprit impur comme chemin. So this impure mind, this is the mind we already have. This is the mind that's strongly prone to laxity, to excitation, to anxiety, to distraction, and so forth. We're taking that as the path, or that as the vehicle. And then where does this path go to? So you need to remember. You're going from here to there. Where you're going from here is right now with this mind. That's where you start, right now. And then when you come to the end of this path, of taking the mind as the path, when do you come to the end of the path, Rosan? Of this path, when do you come to the end of the path? Your gross mind dissolves into your substrate consciousness. Yeah. When your coarse mind, gross mind, has dissolved into the substrate consciousness and you fully achieve shamatha. Then you go to phase 2. So it's like a train, where you take a local train to a larger station, and then you take a longer train, and then a longer train, and then you come to your final destination. So the train of shamatha is just from where you are right now to substrate consciousness. Total dissolution of coarse mind into substrate consciousness. Then you're finished with that. And then you go into another train, express train, of vipassana, which is called taking dhammata, chunyi, which is a synonym of emptiness. You're taking chunyi, dhammata, or emptiness, as your path. So first you take your mind as the path to the substrate, and then you take dhammata as the path. Dhammata means ultimate reality. Donc l'esprit que nous prenons comme chemin, c'est l'esprit que nous avons maintenant, cet esprit qui est pris dans l'agitation, dans la torpeur, l'anxiété, tout ce que nous connaissons. Et c'est cet esprit donc, qui nous sert de véhicule. Et d'où allons-nous et où allons-nous avec ce véhicule? Nous allons de l'état actuel dans lequel nous sommes et nous allons, je pose la question à Lobsang, donc vers où? Et donc nous allons vers la conscience substrat, et par la pratique de samatha, pour la réalisation de samatha. Now we move to Et- Go ahead. Et donc nous avons ce premier véhicule qui nous permet de faire un bout du chemin, c'est comme prendre le train, on prend un petit train, un train régional qui va nous faire un bout de chemin, et puis on peut prendre ensuite un train, un TGV ou un plus grand train pour faire une plus grande distance. Donc là, le premier train nous mène, c'est la pratique de samatha qui nous mène à la conscience substrat, puis ensuite on prend ce deuxième train express qui est la pratique de vipassana, et donc on appelle ce chemin le chemin du dharmata ou cheni. Chunyi, dhammata, Cheni, ultimate reality. pour réaliser pour la réalité ultime. So now we move to the second part of this explanation, commentary, the elaborate explanation of how this occurs, and that is how, by identifying stillness and movement, and taking the mind as the path, how does that work? Donc nous venons maintenant à la deuxième partie, donc ayant pris ce chemin qui nous permet d'identifier la stabilité de conscience et le mouvement de la conscience, les mouvements de la conscience, comment ça se passe. This section has 4 parts: mindfulness of the essential nature of the path,
specific meditative experiences to be purified, the essential nature of that which is to be abandoned and its remedy, and finally, how never to be separated from the experience of the pith instructions. Donc c'est la partie grand B. Donc cette section a 4 parties. La pleine conscience de la nature essentielle du chemin, les expériences méditatives spécifiques à purifier, la nature essentielle de ce qui doit être abandonné et ses remèdes, et comment ne jamais être séparé de l'expérience du cœur de l'instruction. So for the first section, we have mindfulness of the essential nature of the path, and then the root text reads, first is single-pointed unification of the two, and that is the two is stillness and movement. Then by resting without observing, its natural power manifests, that is the natural power of mindfulness, manifests. Abide loosely without mindfulness, in a vacuous, wide-open clarity, and resting in a luminous vacuity is called self-illuminating mindfulness. Donc la première partie, la pleine conscience de la nature essentielle du chemin. Donc en premier, il y a une unification en un seul point des deux. Les deux, c'est le mouvement et la stabilité de la conscience. Ensuite, en reposant sans observer, son pouvoir naturel se manifeste, le pouvoir naturel de la pleine conscience. Restant détendu sans pleine conscience dans une clarté vide béante et reposant dans une vacuité lumineuse est appelée la pleine conscience auto-éclairante. So you can see the extraordinary conciseness of the root text, making it almost unintelligible. So we're very fortunate to have Dujum Lingpa's own commentary. And he makes it quite clear, I think. Vous voyez à quel point ce texte racine est concis, et tellement concis qu'il en est presque inintelligible. Et donc nous avons beaucoup de chance d'avoir les commentaires de Dujum Lingpa dans ce texte. So now his commentary. According to the teachings, there are 4 types of mindfulness of the essential nature of the path. The first entails distinguishing between stillness and movement. And by the power of familiarizing yourself with these different appearances, there is single-pointed mindfulness of the unification of the two. Selon les enseignements, il y a 4 types de pleine conscience de la nature essentielle du chemin. Le premier entraîne à distinguer entre stabilité et mouvement, et par le pouvoir de la familiarisation avec ses apparences différentes, il y a unification de la pleine conscience en un seul point des deux. So for people who have no mental training, every time a thought arises, they're thinking it. Every time they have an emotion, they're caught in it. Every time a desire arises, they're focusing on the object of desire. Every time an image arises of the past, they're focusing on the past. In other words, whenever the mind is in motion, the awareness is in motion. It drags it around. And so for the ordinary person with no training then, there is no awareness of any difference between the stillness of awareness and the movements of the mind. Because whenever the mind is in movement, awareness goes right with it. Right? So that's to be cultivated here. That's your first step. Before the 4 mindfulnesses, before those, they'll come. But the first step is, can you see for your own experience that your awareness, you recognize, here's the stillness of awareness. Like right now, here's the stillness of awareness. And those are the movements of the thoughts, the memories, the desires, the images, and so on. You must distinguish. If you can't, then you're finished. Then do something else. You need to distinguish. Stillness of awareness is not the same as movements of thoughts, then in fact, they are different. Yeah? You have to distinguish that. That's the first step. Donc pour les gens qui n'ont aucun entraînement mental, quand ils ont des pensées, ils se laissent à chaque fois embarquer dans ces pensées. Quand ils ont des souvenirs, ils se focalisent sur ces souvenirs, des émotions, tout est focalisé. On laisse toujours prendre par ce qui se passe dans notre esprit. Et donc, ils n'ont pas cette capacité de reconnaître, de distinguer la conscience des pensées ou des mouvements de la conscience, des manifestations.
parce que chaque fois la conscience s'embarque avec ce qui se passe. Et donc le premier entraînement qu'on a à faire, c'est de bien être capable de distinguer, de discerner entre la conscience qui a cette capacité de stabilité et tous les mouvements de pensée. De bien distinguer, ce sont bien deux aspects différents. Now, on the basis of that ability to distinguish between stillness of awareness and movement of thought, then you practice. You practice settling the mind in its natural state, to the point that you know from your own experience that you can be simultaneously aware of the stillness of your awareness and the movements of the mind. In other words, you're sitting still, and then a thought just comes up, and you're aware of it, but you're not carried away by it. You're not going off to the referent of the thought. You're sitting there just still, and the thought comes up. Images comes up. Desire comes up. Feeling comes up. And you're simultaneously aware of the stillness of awareness, that you're not moved, and the movements of thoughts, images, and so on. When you can experience that, congratulations. That's the first of the 4 types of mindfulness on the path of taking the mind as a path, and it's called single-pointed mindfulness. Simultaneously aware of the stillness of awareness and the movements of the mind. Donc sur cette base qui permet de distinguer la stabilité de la conscience et les mouvements, on pratique, on s'entraîne jusqu'à pouvoir être conscient simultanément de la stabilité et des mouvements. Donc on peut rester assis tranquille consciemment, et si une pensée, un souvenir ou une émotion s'élève, ça ne dérange pas la conscience qui reste présente et tranquille et qui observe simplement l'apparence qui s'élève. Et quand on peut atteindre ce stade d'être simultanément dans la stabilité de la conscience et la présence au mouvement, et bien on a atteint ce premier stade de la pleine conscience qu'on appelle la pleine conscience en un point. And back to Jujum Lingma's commentary. Then even while resting, without strenuously observing them, the thoughts, images, and so forth, even while resting without strenuously observing them like before, it's hard at the beginning. It takes some effort. Even without that, as its natural power manifests, that is the natural power of mindfulness, manifests, there is manifest mindfulness. So that's the second of the 4 types of mindfulness. Manifest mindfulness. Ensuite, même en reposant sans les observer de manière contrainte comme auparavant, parce qu'au début on a quand même besoin de faire c'est pas si facile que ça, on a besoin de faire un effort pour cette pratique, son pouvoir naturel se manifeste, donc il y a pleine conscience manifeste. C'est donc le deuxième stade de la pleine conscience. Now we're speaking about the sheer power of familiarization. And that is when you've experienced the first type of mindfulness, you know what it's like to simultaneously be aware of the stillness of awareness, movements of thoughts. Then you just do that. You just continue. There's nothing more to be done. You simply continue. And at the beginning, it's difficult because we're not used to it. It takes some effort, some striving. But as you become more familiar with it, then it takes less and less effort until you're just getting more and more relaxed, and yet the quality of your attention is improving. Stability is getting better, clarity is getting better, but with less and less effort. And so this second type of mindfulness out of 4 is called manifest mindfulness. And this corresponds quite closely to the Western psychological term flow of Csikszentmihalyi, where marathon runners experience this, musicians experience it, meditators experience it, where you get into the flow of whatever you're doing, and you just become so single-pointed, and it gets more and more effortless. You there it is. I think you all know what it's like. And so you're hearing the flow of this. The quality, the continuity is quite good. The clarity is quite good. And it's just getting more and more and more effortless. So this would correspond, for those of you who have studied the 9 stages,
This would correspond quite closely to stage 4 out of 9 stages. You're having this unbroken continuity, so you're not going off here and there. You're not suffering from coarse excitation, where you're completely forgetting the object entirely, being carried away by thoughts. So it's flow. Same method, but you're getting good at it with less and less effort. Sorry, stage 2 of what? 4. Stage 4 of what? There are 9 stages leading to shamatha. If you study those, I've explained those in detail in my book, Attention Revolution. This would correspond to about stage 4. But you said it was also stage 2 of Oh, it's the second type of mindfulness. yeah. And corresponding roughly to the 4th of 9 stages preceding shamatha. Good. How did you call this flow of? Comme ça? Là? This flow of? It's like a runner sensation. How do you call this in psychology? Flow. Just flow. Just flow. Flow. Donc là, on parle du pouvoir de la familiarisation, de l'habituation. Donc quand on s'entraîne à la pleine conscience de la stabilité et des mouvements, ben, on continue exactement le même entraînement sans faire rien d'autre que ce même exercice à faire. Et au début, on fait ça avec une certaine difficulté, il y a besoin de faire des efforts, et plus on se familiarise, plus la sensation d'effort diminue. Donc plus la relaxation augmente, la clarté, la stabilité de l'esprit augmente, et ce qui nous mène à ce qu'on appelle la pleine conscience manifeste. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît aussi en psychologie, quand on est, c'est un peu, on appelle ça le courant. Un courant. Et quand on est dans une activité, qu'on est bien engagé dans son activité, on finit par être tellement concentré que tout ça se fait quasiment naturellement. Les gens qui font de la course à pied le savent bien, ou qui courent, au début c'est l'effort, puis après ça court tout seul, quand on est vraiment dans son activité, dans la musique, etc. Tout ça, et au début on n'est plus agité, on est vraiment bien à ce qu'on fait de manière naturelle, sans avoir une sensation d'effort. Donc plus on s'entraîne, plus on se familiarise, plus les choses se font de manière facile. Et ce deuxième type de pleine conscience, la conscience manifeste, correspond par rapport à la pédagogie classique de Samatha en 9 points, en 9 stades, correspond au 4e stade de Samatha. Et voilà, donc c'est cette idée d'arriver à être dans cet exercice comme un flow, grâce à la familiarisation, comme un courant. With this second mode of mindfulness, manifest mindfulness, you're quite continuously maintaining lucidity with respect to your mind. That is, every time you're caught and carried away by some thought, it's like a little miniature non-lucid dream. Whereas here, you have this continuity of this stillness and recognizing thoughts as thoughts, emotions as emotions, desires as desires, and you're not caught up and carried away by them. So you're becoming more and more lucid with respect to your mind in the waking state. Donc grâce à ce deuxième type de pleine conscience, on obtient une continuité de la lucidité. Et c'est contrairement à ce qui se passe dans le rêve non lucide. C'est-à-dire même en étant réveillé, on n'a pas toujours la lucidité qu'il faut. Et là, cette lucidité nous permet de ne pas se laisser embarquer par toutes les pensées, les émotions, les souvenirs, tout ce qui se manifeste dans notre esprit. On ne se laisse pas embarquer. Psychologists have found that when the mind is just wandering in rumination, about 80% of the time, statistically, it's unpleasant. There's anxiety, it's just restless, like unpleasant. And psychologists have found roughly 80% of non-lucid dreams are unpleasant for exactly the same reason. So I would suggest the mind wandering is just a little miniature non-lucid dream in the waking state. Les psychologues modernes ont montré que notre esprit était occupé par 80% de son temps dans un état sans lucidité, avec des ruminations, de l'anxiété, des choses comme ça. Donc c'est de la même manière que le fait qu'on a 80% de nos rêves qui ne sont pas lucides. Donc c'est vraiment
very small place for lucidity in our day-to-day life. Yeah. Donc on a vraiment une toute petite place pour la lucidité dans notre vie quotidienne habituelle. Now, once you have achieved this manifest mindfulness, you just continue. There's nothing more to do. You simply continue practicing. And if you want to achieve shamatha, then, as Tsongkhapa says, if you want to start a fire with two pieces of wood, rubbing, like that, yeah, you know, yeah. Well, you don't rub for a couple of seconds and say, "I'm tired," and then, "Oh, I'm tired," and "Oh, I'm tired." You could do that for 1,000 years and never get any fire, right? Ever. And so, likewise with shamatha, if you want to achieve shamatha, you don't go on a week retreat and then none, and then retreat and none, and then meditate and no. You go into a conducive environment and you continue practicing until you get fire, until your mind dissolves into sattva. You have to do it continuously. That's the most effective way. Et donc, que doit-on faire maintenant? On doit continuer à pratiquer. Et Lama Tsongkhapa nous explique que si on veut faire du feu en frottant deux morceaux de bois l'un contre l'autre, on ne peut pas simplement frotter pendant un petit moment, puis dire bon, allez, je suis fatigué, puis recommencer, puis bon, je suis fatigué, et recommencer. On peut faire ça des milliers de fois sans jamais pouvoir allumer son feu, si on s'arrête à chaque fois, au début. Et donc si on veut y arriver, il faut frotter, jusqu'à ce que la flamme vienne. Donc de la même manière, si on veut réaliser samatha, on ne peut pas se contenter de pratiquer un petit peu, puis de s'arrêter, puis de faire une petite retraite, et j'arrête, etc. Il nous faut pratiquer de manière continue et régulière jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat. So to give another analogy, one can say the mind, this ordinary mind, is like a snow globe, you know, like the tourist vibe. And so the shamatha is achieved when all of the snow settles down at the base, and then the mind is just pure, clear, transparent, empty. Right? But if you really want that to happen in the most efficient way, you don't set it down for a while and then say, "How are you doing?" And then, "Come on, settle. Come on, I'm sure." You don't do that, right? You just leave it. And so likewise, once you've achieved manifest mindfulness, then you simply continue as continuously as possible until you finish the job. And so you'll be moving along stage 5, 6, 7, 8, 9, same method. What's happening during that time, especially in stage 7, 8, 9, is your senses are imploding. So even with the eyes open, you don't see. The ears are open, you don't hear. Less and less do you have any experience of your body. The senses are really enfolding into mental awareness. And within this snow globe of the mind, of mental domain, thoughts gradually are settling down. Images, memories, movements settling down, settling. Until all your awareness has come into the mental domain. And within the mental domain, all the contents have subsided. That's about stage 9. Une autre analogie pour illustrer ce processus qu'il faut mettre en place, c'est comme ces boules de neige, les boules avec la neige des touristes. Hein, les flocons de neige dedans, on secoue, puis ça tombe, etc. Donc l'idée, c'est dans la pratique, c'est de laisser toutes les manifestations de l'esprit se retomber comme ces flocons de neige. Mais si vous prenez votre boule de neige et puis que chaque fois vous secouez en disant bah ça y est, allez détends-toi, allez retombe, ça va jamais arriver. Donc il faut simplement poser la boule et puis que ça et à ce moment-là les flocons vont rester en bas. Donc c'est de la même manière, pour la pratique de samatha, quand on a cette conscience manifeste qui est là, il faut pratiquer de manière continue, jusqu'à ce qu'il y ait un résultat. Et puisqu'on était donc au 4e stade, il faut continuer ça sur le stade 4e, 5e, 6e,
7e, 8e, etc., de continuer. Et à ce moment-là, ce qui se passe au niveau de l'esprit, c'est que progressivement, même si on a les yeux ouverts, toutes les consciences sensorielles se réduisent, on n'a plus d'expérience sensorielle, et ce qui nous amène à être uniquement dans l'expérimentation du champ mental, et également dans cet espace mental, tous les mouvements de la conscience, les pensées, les souvenirs, les émotions, tout ça finit aussi par se poser doucement, à se dissoudre, pour en arriver à la conscience, à un champ mental totalement sans contenu. Et donc c'est là qu'on atteint le 9e stade. Now, when you come to that ninth stage, you can sustain your samadhi effortlessly for hours. So there's completely relaxed, no effort. At the same time, the stability is superb and the clarity is absolutely radiant. So those three qualities. Et donc, quand on atteint ce 9e stade, on peut maintenir le samadhi absolument sans aucun effort pendant des heures. Et donc la stabilité est extraordinaire et la clarté de l'esprit devient magnifique et complètement radiante. So Jujim Nyingma continues now. For that state, abiding loosely, that is with no effort at all, abiding loosely without mindfulness. In other words, you're not recalling anything. You're not bearing anything in mind. That's what mindfulness is, bearing in mind. You're not bearing anything in mind. Without mindfulness, in a vacuous, wide open clarity, a spacious vacuity, doing that constitutes lying down on a bed that is devoid of mindfulness, which is the substrate, the alaya. So this is the third type of mindfulness, absence of mindfulness. Because your mind now is completely dissolved into the substrate, which is that sheer vacuity of the space of the mind. The coarse mind has shut down. The coarse mind has gone dormant, and mindfulness, as a mental faculty of the coarse mind, is finished. Therefore, it's not that you're spaced out, that you become vegetative. None of that. It's just mindfulness as a mental factor belonging to the coarse mind is shut down because the whole coarse mind has shut down. So you're radiant, you're clear, non-conceptual, but there's no mindfulness of the coarse mind. Just knowing consciousness. Just the knowing, just the luminosity. Yeah. But now you have no mind. So no mindfulness. Donc, restant détendu, donc on revient au texte, donc on continue à s'entraîner, on arrive à la troisième étape de la pleine conscience, donc restant détendu sans pleine conscience, dans une clarté vide, béante. Donc quand il se sent pleine conscience, c'est-à-dire que la pleine conscience c'est une présence à un objet. Donc là, il n'y a pas besoin de présence à quelque objet que ce soit. Dans une clarté vide, béante, une vacuité spacieuse, constitue un état semblable à rester allongé sur un lit dépourvu de pleine conscience, qui est la base, c'est-à-dire la base, le substrat. Donc ce qu'il explique là, c'est que effectivement la pleine conscience c'est une faculté de l'esprit grossier qui nous permet d'être présent à un objet, à quelque chose. Et donc là même cette pleine conscience se dissout puisqu'elle appartient à l'esprit grossier, et on en arrive véritablement à la conscience base, la conscience base de tout, et pour être uniquement donc dans l'aspect connaissant de la connaissance claire et connaissante. Donc il n'y a plus la pleine conscience, mais juste la conscience connaissante. J'espère que vous percevez la distinction. So, to some degree, you can imagine this. You can imagine that you're single-pointedly focusing your awareness just on the domain of mental events. Nothing given to the 5th century. And then as you become like a civil engineer who's bringing all the water into one canal, so it doesn't go like that. Like a civil engineer, you're bringing all of your awareness, all the flow of your awareness into one domain, just the mental.
which means then the other 5 fields of awareness dry up. And so you can imagine that you just become less and less aware of the environment until it's gone. Even awareness of your own body. All the awareness is now focused in one field, the field of the mind, and within that field now less and less and less content until there's no content. What are you aware? Sheer vacuity. That's the third type of mindfulness. Brilliantly, radiantly aware of absence of appearances. Vacuity. Donc, dans cette pratique, progressivement, on se focalise sur en un point sur le domaine de l'espace mental de l'esprit. Et c'est un petit peu comme on se comporte un petit peu comme un ingénieur civil qui est là qui va distribuer l'eau dans les différentes parties d'une région, et donc on va couper l'eau à tous les champs sensoriels, et donc tous ces champs s'assèchent. Et pour être uniquement, il faut se focaliser sur le domaine mental, et progressivement, donc, étant dans ce domaine mental, tout ce domaine se vide également. Il y a toutes les manifestations se dissolvent. Et que reste-t-il à ce moment-là? Eh bien, il reste simplement un espace vide. Donc c'est cela le troisième type de pleine conscience, qui est que simplement le fait d'être une conscience claire et connaissante d'un espace vide. So it's like the sun of your awareness is brilliantly illuminating deep space. But because there's nothing there are no appearances. C'est comme l'image qu'on peut donner, c'est comme le soleil de notre conscience qui éclaire un grand espace profond. You've not quite achieved shamatha, but you're very close. On n'a pas encore atteint samatha, mais on en est tout près. Then you do, how do you say, the coup de grâce? The coup de grâce? How do you say the final? Un coup de grâce. Oui. Coup de grâce, yeah. Coup de grâce. Coup de grâce. And that is what you do, is then you invert the awareness right in upon itself. You turn the sunlight into the sun. Awareness of awareness. And then you are brilliantly, luminously aware of the luminosity and cognizance of your own awareness. Now you've achieved shamatha. Et donc on n'a pas encore achevé samatha, mais il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de donner le coup de grâce. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a juste à inverser notre conscience pour qu'elle se regarde elle-même. On inverse notre conscience vers elle-même, et à ce moment-là, on n'a plus que la conscience pure de la luminosité. Et c'est donc à ce moment-là qu'on réalise samatha. As Penchen Rinpoche says, you have now identified the relative nature of mind. Et c'est ce que nous dit John Limpa, que maintenant nous avons donc identifié The relative nature. And put Oui, on a relative identifié nature of mind. la nature relative de notre esprit. Or as Dujum Lingpa says, you've realized the essential nature of mind. Again, relative, essential nature of mind. Ou l'essence relative de notre esprit. So returning to the commentary, once coarse mindfulness has subsided, coarse mindfulness, of course, being a mental faculty belonging to coarse mind. It's subsided, it's gone dormant, right? Once coarse mindfulness has subsided, resting in a luminous vacuity, this non-duality of space and luminosity of awareness, resting in luminous vacuity is called self-illuminating mindfulness. So that's the fourth type of mindfulness, self-illuminating mindfulness, or the substrate consciousness. Congratulations, you're finished. Donc, reprenons donc sur le texte.
une fois que la pleine conscience grossière a diminué, donc on a expliqué ça, c'est quand toutes les manifestations grossières se dissolvent, sensorielles, mentales, etc. Et le fait de reposer dans la vacuité lumineuse est appelé la pleine conscience auto-éclairante ou conscience base 2. Donc il n'y a plus de dualité entre la conscience de l'espace et de la clarté. So good, let's take a break and come back at 5 minutes past 11 and return to the practice. Donc nous allons faire une pause de 15 minutes et on se retrouve donc à 11h05.